Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Présidence Actu. Depuis le 23 octobre dernier, date de son retour au Bercail, le président de la République, Paul Biya, n'a pas quitté les devants de l'actualité. Entre l'accueil de son homologue tchadien, Idriss Déby Itno en l'occurrence, la présidence de la 57e édition de la finale de la Coupe du Cameroun de football, la présidence de la réunion du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, son parti, et des audiences accordées à diverses personnalités étrangères, Paul Biya aura été comme à l'accoutumée au four et au moulin. Et voilà 34 années que ça dure, 34 bonnes années que ses compatriotes n'ont cessé de lui renouveler leur confiance pour présider aux destinées du Cameroun, à leur destinée. Ce 34e anniversaire a d'ailleurs été célébré il y a tout juste quelques heures partout au Cameroun et même au-delà. Au moment où les lampions s'éteignent sur l'an 34 du renouveau, nous vous convions en guise d'entrée à remonter le cours de l'histoire de cet homme d'État au destin singulier, ceci à travers quelques petits arrêts. Des souvenirs si lointains mais pourtant si proches. Le 4 novembre 1982, ce fut un véritable coup de tonnerre. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. Cette décision prendra effet le samedi 6 novembre 1982 à 10 h. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. J'invite toutes les Camerounaises et tous les Camerounais à accorder sans réserve leur confiance et à apporter leur concours à mon successeur constitutionnel, M. Paul Biya. À l'annonce de la démission sur les antennes de la radio nationale du premier président de la République, c'est un peuple tétanisé qui attend de connaître la suite des événements. Le journal démarre à 20h22. Entre-temps, le ministre de l'Information et de la Culture, Guillaume Bouélé, est arrivé à la radio. Tout le monde avait l'air hébété, pour ainsi dire. Les cravates n'étaient pas bien nouées, les chemises étaient portées n'importe comment. C'était vraiment, comme je dis, l'excitation au sein de la rédaction. D'abord la stupéfaction, l'excitation, le stress, et puis nous, la fierté d'avoir le sentiment que nous allions faire l'histoire. Le peuple camerounais, dans son immense majorité, est d'autant plus dubitatif que du nouveau président, il n'en sait pas grand-chose. Celui-ci ayant choisi de faire de la discrétion un véritable style de vie. C'est donc avec un mélange de curiosité d'abord, puis finalement de fascination, qu'on voit apparaître dans un strict costume 3 pièces le nouveau chef d'État camerounais Paul Biya. Dans une inoubliable ferveur et sous les cris stridents des jeunes, les huées des femmes et les applaudissements nourris des hommes, le nouveau président est littéralement porté en triomphe du palais de l'Assemblée nationale, lieu de sa première apparition, à celui de l'unité. Ainsi va naître l'effet Biya. La passation de pouvoir entre les deux chefs d'État se déroule dans le strict respect de l'ordre constitutionnel et de la légalité républicaine. Et très rapidement, à l'inquiétude va succéder l'espoir. Animé d'une volonté sans borne de faire bouger les lignes, Paul Biya n'hésite pas à imprimer sa marque autour des valeurs fondatrices telles que rigueur, moralisation, démocratisation. Depuis lors, le président Biya est toujours à la manœuvre pour faire avancer la barque Cameroun sur la rude voie de son avenir. Ce
Sur les théâtres de l'actualité brûlante, nous vous convions à présent à revivre les audiences accordées par le président de la République à diverses personnalités étrangères et notamment au nouveau patron du commandement des forces américaines en Afrique et puis au président directeur général du groupe Web Fontaine, M. Jean Gurulyan. Et juste après, nous allons vous retrouver en compagnie du ministre camerounais en charge des arts et de la culture, le professeur Narcisse Mouelekombi, pour évoquer l'édition 2016 du FENAC, le Festival national des arts et de la culture, placé cette année sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya. En compagnie du ministre de la Culture, nous allons également évoquer l'épineuse question de la modernisation de la gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans notre pays. Une question qui suscite une vive polémique au sein de la famille artistique de notre pays. Après des préoccupations liées à la politique intérieure la veille, c'était le temps des affaires ce vendredi au Palais de l'Unité entre le président de la République, Paul Biya, et Jean Gurulyan, président fondateur de Web Fontaine, une multinationale dédiée à la facilitation du commerce. Monsieur Jean Gurulyan, président directeur général de Web Fontaine. Monsieur le Président, c'est un grand honneur, c'est un très grand honneur pour moi de faire votre connaissance. Dans la perspective du début imminent des activités au port autonome de Kribi, le président fondateur de Web Fontaine est venu proposer ses services à notre pays. Une offre de services qui vise globalement à rendre plus modernes les procédures de dédouanement des marchandises en les mettant en conformité avec les standards internationaux. Nous avons parlé de l'opportunité du port de Kribi pour faire de ce pays un pays moderne, un pays qui utilisera toutes les dernières technologies. Et j'ai cité en exemple le travail que nous faisons actuellement en Côte d'Ivoire, dans lequel nous avons installé un guichet unique qui permet aux commerçants de rentrer toutes leurs informations sur Internet directement, sans avoir de relation directe avec d'autres êtres humains qui pourraient leur faire des propositions, c'est-à-dire en essayant d'informatiser, de dématérialiser les documents. Déjà implanté en Europe, en Asie, au Moyen-Orient ainsi que sur le continent africain, Jean Gurulyan est connu mondialement comme étant le fondateur du programme Sidonia, une application actuellement en vigueur au sein de notre administration des douanes. Un choix parfait. C'est ainsi que sa nomination par le président Barack Obama des États-Unis avait été présentée par Ash Carter, le secrétaire américain à la Défense. Lui, c'est le général d'armée Thomas Waldhauser, lieutenant général pour emprunter à la terminologie de l'armée américaine, et nouveau patron d'Africom, le commandement militaire américain en Afrique. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le général Thomas Waldhauser, commandant d'Africom. Mon chef d'état-major. Monsieur l'ambassadeur, ça fait longtemps. En rappel, c'est cet homme qui en 2001 avait conduit les premières frappes américaines en Afghanistan au lendemain des attentats du 11 septembre. En fonction depuis tout juste 3 mois, il a choisi le Cameroun et le Palais de l'Unité comme l'une des toutes premières escales de sa tournée de prise de contact sur le continent. Nous sommes très heureux d'être ici. Le général Waldhauser, il est le nouveau chef d'Africom. Il est venu au Cameroun parce que nous avons un partenariat très fort. Et aussi, la discussion avec son Excellence, le président Paul Biya, c'était très bien. Nous avons renforcé notre partenariat contre les défis dans la sous-région et nous sommes très heureux d'avoir l'opportunité d'avoir le général ici au Cameroun. La présence au Palais de l'Unité ce mercredi 2 novembre 2016 du général Waldhauser, qu'accompagne l'ambassadeur des États-Unis dans notre pays, témoigne de toute évidence de la bonne santé de l'axe Yaoundé-Washington. Elle témoigne aussi et surtout de l'étroite collaboration que les deux pays entretiennent sur le terrain militaire.
Normal que cette audience s'achève, comme toujours en pareille circonstance, par un échange de cadeaux. Le général a parlé bien aujourd'hui de la continuation des programmes de la formation et aussi de livraison des équipements pour la guerre contre Boko Haram. Ça va augmenter. Mais aussi, nous avons parlé des autres défis dans la sous-région. Ça inclut la maintenance de la paix dans la République de Centrafrique et aussi la sécurité dans le domaine maritime qui est très important pour l'économie du Cameroun. Il est à noter que les échanges de ce mercredi entre le chef de l'État et le haut gradé américain étaient élargis au général de brigade aérienne Emmanuel Amougou, chef d'état-major particulier du président de la République, et à Rick Bell, conseiller politique à Africom, ainsi qu'au général Frank Stock, l'un des proches collaborateurs du nouveau commandant d'Africom. Merci professeur Narcisse Mouele-Kombi, ministre camerounais des Arts et de la Culture, de venir rehausser le prestige du plateau du magazine Présidence Actu. C'est d'ailleurs une grande première, nous sommes heureux de vous recevoir. Monsieur le ministre, la ville et le pays tout entier s'animent depuis quelques heures à la faveur de l'édition 2016 du Festival national des arts et de la culture. Que représente le FENAC dans le dispositif culturel de notre pays? Le FENAC, c'est d'abord et avant tout un grand cadeau du chef de l'État à la communauté artistique et culturelle nationale et aussi un cadeau, un tribut offert au peuple camerounais, consommateur, grand consommateur de la culture. Le FENAC est né de la volonté du président de la République, du président Paul Biya, à travers un décret de 1991, d'offrir une immense plateforme utile et nécessaire à la diffusion, à la promotion et à la valorisation de la production artistique et culturelle de notre pays. Alors le FENAC 2016, que nous avons l'honneur d'organiser sur très haute instruction du président de la République, qui en est le grand parrain, est conçu comme un grand moment d'effervescence, un grand moment de démonstration de ce que précisément le président Biya appelle dans son ouvrage pour le libéralisme communautaire, un grand moment de démonstration de la vitalité et de la richesse de la rosace culturelle camerounaise. Mais en même temps, il doit pouvoir nous permettre de tester dans quelle mesure est-ce que la notion de connivence culturelle entre les différentes composantes sociologiques, ethniques, tribales de notre pays est forte. À travers cette connivence culturelle, nous pouvons mettre en scène des festivaliers venus des différentes régions de notre pays, avec les 4 grandes aires culturelles, de la manière que nous puissions également faire de ce grand moment un espace privilégié de partage, d'échange autour d'héritages culturels, artistiques communs, mais également un grand moment de convivialité, de cordialité, un grand moment de démonstration de la solidarité et de la fraternité autour de la culture. On a souvent évoqué une relation particulière. On a souvent présenté la relation entre le président de la République et la famille des acteurs culturels comme étant une relation singulière. Et je crois que certaines indiscrétions laissent entendre que pour cette édition de la reprise du FENAC 2016, le chef de l'État a tenu, en plus de son haut patronage qu'il a accordé à cet événement, de le marquer d'une façon toute singulière. Oui. Alors cette singularité tient à l'immense honneur que fait le président de la République à la communauté artistique et culturelle nationale, de l'intérieur comme de la diaspora. Le président de la République, dans le cadre de cette édition du FENAC, a tenu à honorer ce qui honore la culture camerounaise, à travers des distinctions,
à travers des décorations. Et nous nous en réjouissons d'autant plus que cet hommage qui concerne quelques 130 artistes, groupes culturels et structures d'animation ou de production culturelle, ainsi des éditeurs, des libraires, concerne l'ensemble des champs de la production artistique et de l'expression culturelle. Nous avons ici, à travers les distinctions honorifiques, la reconnaissance de la nation camerounaise à la contribution d'un certain nombre d'acteurs, d'un certain nombre de vedettes, d'un certain nombre de grandes figures au rayonnement international de la culture camerounaise. La culture camerounaise qui, rappelons-le, est conçue par le président de la République comme un moteur de l'unité nationale, comme le ciment, le socle fondamental de l'unité nationale, mais également de l'intégration nationale. C'est d'ailleurs ce qui est sous-tendu dans le thème retenu pour cette édition. Quel peut être le rôle de la culture dans l'émergence recherchée dans notre pays? Alors, il faut bien comprendre qu'il ne peut pas y avoir de développement et au-delà de développement, cette autre étape que l'on appelle l'émergence, sans un ancrage dans les réalités culturelles fondatrices, fondamentales, inhérentes à l'histoire, à la mémoire, aux terroirs et aux territoires qui sont ceux de nos communautés, qui sont ceux du peuple camerounais. Il ne peut pas y avoir d'émergence ou de développement que l'on puisse concevoir en apesanteur. Ces données, ces dynamiques doivent s'ancrer dans la réalité. C'est pour cela que nous disons qu'il y a un lien étroit, il y a un lien irréversible entre l'émergence et l'environnement culturel. En même temps, la culture donne à consommer, la culture donne à produire, la culture donne à créer des emplois. La culture est un moteur de croissance. C'est pour cela que nous nous appuyons, nous nous inspirons du discours de fin d'année du chef de l'État, du discours de vœux à la nation, lorsqu'il invite, lorsqu'il exhorte à mettre à profit, à tirer profit de notre formidable potentiel de ressources de toutes sortes, y compris les ressources culturelles, pour non seulement la poursuite de l'émergence, mais l'atteinte de cet objectif d'émergence à l'horizon 2035. J'ajoute que, en s'inspirant de nos valeurs traditionnelles, donc de notre patrimoine culturel primordial, initial, nous pouvons mieux servir le progrès. En nous appuyant sur notre identité intrinsèque, c'est-à-dire en cherchant à savoir d'abord qui nous sommes, nous pouvons mieux définir, tracer les sillons et les perspectives de notre devenir commun. Parce que hier, nous n'étions pas une nation. Et l'on ne peut pas concevoir le développement d'un pays comme le Cameroun en dehors de ce facteur fédérateur, de ce facteur unitaire qui peut contribuer à ce que justement le président Biya appelle dans son ouvrage pour le libéralisme communautaire la gerbe. La gerbe, il nous invite, il nous exhorte à lier la gerbe de nos originalités ethniques pour pouvoir construire le noyau d'une culture véritablement nationale, tout en passant d'une culture inconsciemment vécue à une culture pensée. Mais cette culture doit être pensée en relation, en cohérence, en résonance avec des objectifs qui sont des objectifs de progrès, qui sont des objectifs de prospérité, qui sont des objectifs d'accroissement d'un certain potentiel qui n'est pas forcément quantifiable, parce qu'on ne peut pas quantifier le bonheur. Or, la culture peut contribuer au bonheur, elle contribue au bonheur des sociétés, en ce sens que le credo cher à l'UNESCO, la culture de la paix, mais également la paix par la culture, peuvent être servies à travers les œuvres de l'esprit. On va y revenir dans le détail, mais Monsieur le Ministre, avec votre permission, nous allons vous suggérer une petite halte
pour évoquer, dans le cadre de cette édition de présidence actuelle, le récent séjour au Cameroun du chef de l'État tchadien, le président Idriss Déby Itno, qui est venu apporter son réconfort au peuple camerounais et à son homologue, le président Biya, après l'accident ferroviaire survenu à Ezeka dans le département d'Union et Kélé. Fraternité et réconfort. Voilà les maîtres mots à retenir de cette première journée du séjour en terre camerounaise du président Déby du Tchad. Un séjour qui a connu son point d'orgue cette fin d'après-midi du vendredi 28 octobre 2016 au Palais de l'Unité dans un cérémonial en 2 tableaux. Le premier tableau de la présence du président tchadien au palais présidentiel s'ouvre par l'accueil de l'illustre hôte au perron par le président Biya en personne. Une marque supplémentaire de la proximité entre les deux dirigeants et de la considération que le peuple camerounais et son chef accordent à l'illustre invité. Au-delà de la chaleur des échanges, le tête-à-tête entre les deux présidents est dominé par le souvenir de la tragédie des Ezeka survenue il y a 1 semaine. Prévu initialement pour durer 1 heure, le tête-à-tête Biya Déby va s'étirer sur un peu plus de 90 minutes. Sans doute que les deux présidents ont saisi l'opportunité de cette énième rencontre pour évoquer diverses autres questions d'intérêt mutuel. Plus que jamais soudés dans les moments de joie comme dans les épreuves, le président camerounais et son homologue tchadien, entre-temps rejoints par la première dame Chantal Biya, vont se diriger vers l'une des salles de banquet du premier étage du Palais de l'Unité, où va bientôt s'ouvrir le second tableau. Au menu de cette deuxième articulation, l'échange de toasts. Ont été conviés à cette réception officielle la suite officielle du chef de l'État tchadien et une dizaine de personnalités camerounaises triées sur le volet. Prenant la parole en premier, le chef de l'État camerounais se dit profondément marqué par le réconfort apporté par son homologue à la suite de la tragédie qui vient de frapper le pays tout entier. Une sympathie et un réconfort qui pour lui contribueront à coup sûr à renforcer la confiance entre ces deux pays frères. Prenant la parole à son tour, le président tchadien ne va pas cacher sa grande émotion à la suite du drame d'Ezeka et pour lui, la communauté de destin entre les peuples du Cameroun et du Tchad commande que ces deux pays se tiennent en permanence aux côtés l'un de l'autre. Et c'est fort de ce bel élan de compassion et de l'engagement mutuel à continuer à conjurer les mauvais sorts que Paul Biya va prendre congé de son hôte tchadien au perron du Palais de l'Unité au terme d'une journée marquée d'un bout à l'autre par différents témoignages d'estime, de considération et de compassion. Monsieur le Président de la République du Tchad et chers frères, mon épouse et moi-même sommes heureux de vous accueillir à nouveau dans ce palais, symbole de la nation camerounaise. Aussitôt informé de la catastrophe ferroviaire survenue dans mon pays, vous nous avez adressé les condoléances du peuple tchadien. Et à celle-ci, vous avez, en votre qualité de président en exercice de l'Union africaine, joint les condoléances des peuples africains. Cette tragédie, cette catastrophe, cette épreuve a bouleversé le peuple camerounais tout entier. Tant de nos compatriotes ont perdu la vie, tant d'autres ont été blessés. En plus de votre message de condoléances, vous avez tenu à venir en personne aujourd'hui nous apporter le réconfort de votre amitié.
Merci, Monsieur le Président et chers frères. C'est dans le malheur, dit-on, que l'on reconnaît ses vrais amis. Voilà pourquoi votre geste nous touche infiniment. Il ne nous surprend pas, du reste, car nous sommes conscients de la profondeur, de la densité et de la solidité des liens qui nous unissent. Ces liens reposent sur des relations tissées au cours de l'histoire entre deux peuples voisins qui ont beaucoup en commun. Dans la période la plus récente, ces relations ont montré que lorsque la sécurité, voire l'existence de nos pays était menacée, nous étions capables, ensemble, de faire front et de faire reculer l'ennemi commun. Aujourd'hui, la sympathie et la compassion que vous êtes venus nous exprimer nous réchauffent le cœur. Au-delà, elle consolide, j'en suis sûr, notre commune détermination à développer encore plus nos relations dans tous les domaines. Même si l'heure n'est pas aujourd'hui de parler des projets de coopération, j'ai la conviction, Monsieur le Président et chers frères, que la solidarité naturelle qui existe entre le Tchad et le Cameroun sortira renforcée des épreuves auxquelles nous devrons faire face. Les condoléances ne ressuscitent pas le défunt, c'est vrai, mais elles entretiennent, elles consolident et densifient la confiance entre ceux qui restent. Chers frères, merci encore du fond du cœur d'être venus. Je vous invite maintenant à lever vos verres à l'amitié, à la solidarité entre le Tchad et le Cameroun. Monsieur le Président et cher frère Paul, Madame la Première Dame et ma sœur Chantal Bia, distingués invités, Mesdames, Messieurs, j'éprouve une grande émotion en prenant la parole à l'occasion de ce dîner que nous offre mon frère, le président Bia, et ma sœur Chantal Bia. Je suis profondément consterné par la perte de tant de vies humaines lors de la catastrophe ferroviaire survenue le vendredi dernier sur l'axe Yaoundé-Douala. Et j'avoue, Monsieur le Président et chers frères, que je ne pouvais pas me contenter du message de condoléances que j'ai adressé au peuple camerounais et à vous-même. La proximité géographique, les relations historiques et le lien fraternel entre nos deux pays me commandent le déplacement de Yaoundé pour partager les peines, les souffrances et les afflictions que tout le peuple frère du Camerounais vit en ce moment. J'ai une pensée pieuse pour ces frères et sœurs qui ont perdu leur vie. J'ai aussi une pensée pieuse pour votre compatriote William Atekiboumoua, ancien secrétaire général de l'OIA, décédé il y a 3 jours. Aussi voudrais-je vous inviter
Monsieur le Président, chers frères, Madame la Première Dame, ma sœur, Mesdames, Messieurs, à observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Retour à vous, professeur Narcisse Mouelé-Kombi, ministre des Arts et de la Culture, invité de cette édition de Présidence Actu. Alors, monsieur le ministre, le programme de cette édition 2016 du FENAC est très alléchant. Dans la foule des rendez-vous qui sont consignés dans ce programme, lequel suggéreriez-vous, vous personnellement, à ceux qui aimeraient prendre part à cette belle fête? Oh, vous me voyez soupirer, monsieur Yves-Marc Médio. Vous me placez face à un dilemme, face à un embarras. Et il n'y a pas une tête qui soit parfaitement lucide entre plusieurs termes d'un choix qui s'offre avec un menu aussi varié, aussi riche, aussi diversifié que celui que nous avons concocté avec nos collaborateurs, avec le Comité national d'organisation. Je suis tenté de vous dire tout. Tout est intéressant. Nous avons voulu faire figurer dans le programme du FENAC toute la panoplie des modes, des modalités d'expression culturelle et de toutes les formes de production artistique. Si vous voulez une indication de quelques exemples de plateaux sur lesquels on pourrait focaliser l'attention, je pense par exemple à la grande odyssée des arts et de la culture, que nous avons voulu être une espèce d'histoire, une espèce de tour d'horizon de la traçabilité, de la cohérence et de la historicité de la production artistique et culturelle, focalisée sur les acteurs majeurs, sur ceux qui l'ont fait, pour montrer qu'il y a véritablement une histoire de la culture et pour rendre hommage également aux grandes figures de la culture et de l'art camerounais. Grandes figures auxquelles nous consacrons d'ailleurs, dans le cadre de ce FENAC, un ouvrage qui paraît et dont la cérémonie de dédicace aura lieu en même temps que l'ouvrage sur Contre la nuit des ombres, un recueil de nouvelles qui est issu du concours national de la nouvelle que nous avons lancé dans le cadre du Salon du Livre, et un document sur les trésors, quelques trésors, et Dieu sait qu'il y en a, quelques trésors des arts camerounais. Nous avons de nombreuses activités qui méritent le détour. On comprend que les quelques jours que vous avez retenus pour ce festival à coup sûr ne vont pas suffire. C'est sans doute la raison pour laquelle vous avez décidé de prolonger la fête jusqu'aux encablures de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Alors, quelle sera la contribution du ministère des Arts et de la Culture au succès de la prochaine CAN qui se tient juste, on va dire, au lendemain du FENAC? Oui, alors, il ne vous échappe pas que le sport est un élément, une forme, une plateforme d'expression culturelle. Le sport et la culture entretiennent des rapports qui sont tels que parfois les deux sont confondus au sein du même champ d'activité, les loisirs. Bon, mais ici, nous pouvons déjà dire que la CAN comme le FENAC sont des contributions au renforcement et au développement de l'attractivité et de la compétitivité internationale de notre pays. Au-delà de notre pays, des villes qui accueillent, c'est-à-dire Yaoundé et Limbé. Sur ce, le Premier ministre chef du gouvernement, Philémon Yan, nous a instruit de contribuer à l'animation culturelle de la CAN. C'est pour cela qu'après le FENAC, nous avons le concept, le FENAC accueille la CAN, et qui va nous amener à organiser des spectacles pluriartistiques et culturels à Yaoundé et à Limbé. À Yaoundé, par exemple, nous aurons un spectacle que nous appelons les voix et les talents féminins.
arts de la scène qui nous permettront de dérouler un certain nombre de nos figures les plus emblématiques, mais des figures féminines, parce qu'après tout, nous sommes dans le contexte d'une CAN féminine de démonstration des talents et du génie et des valeurs féminines. Mais nous n'allons pas nous arrêter aux arts de la scène et du spectacle. Nous aurons également un catalogue édité à l'intention des visiteurs étrangers qui donne un aperçu de quelques trésors de l'art camerounais. Nous allons organiser des visites guidées au musée national par exemple et sur le site de l'ancien port des esclaves de Bimbia à côté de Limbe, qui est un lieu de mémoire très important, qui est un espace patrimonial non seulement pour le Cameroun, pour l'Afrique tout entière et aussi pour la communauté des descendants de ses ancêtres qui dramatiquement, tragiquement avaient été enlevés à l'affection de leur patrie, de leur famille il y a plusieurs siècles et qui se trouvent actuellement aux Amériques, dans les Caraïbes et ailleurs. Ce site du port des esclaves fera donc l'objet de visites guidées. J'imagine qu'il y a des pays, puisqu'il s'agit d'une CAN féminine, africaine, qui partagent le même passé de traumatisme par rapport à la traite négrière que le Cameroun. Et qui sont habités par le même devoir de mémoire. Qui sont habités par le même et animés par le même devoir de mémoire. On a ouvert une brèche, monsieur le ministre, sur le football. On va y rester, cette fois pour évoquer la finale de la Coupe du Cameroun de football et la 57e édition, qui a été présidée dimanche dernier par le président de la République, Paul Biya. Une finale qui a vu la victoire de APGS Football Club de Fou sur Bamboutos de Mbouda. Une histoire singulière qui n'arrête pas de s'écrire, celle entre le président de la République et le mouvement sportif national. L'année sportive 2016 qui s'achève aura été féconde pour le sport camerounais. Et en cet après-midi du dimanche 30 octobre 2016, le chef de l'État, Paul Biya, prend la direction du stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour se faire présenter la belle moisson de cette Olympiade rendue à son terme et en même temps présider la finale de la 57e édition de la Coupe du Cameroun de football. La cuvette de Mfandena, symbole du renouveau infrastructurel du pays, un pays qui a décidé de se donner les moyens de son aura, les moyens de ses ambitions. Un stade rénové, une pelouse régénérée, des tribunes reliftées, tous les ingrédients semblent réunis pour une belle fête sportive. La frénésie est totale. La finale 2016 de la Coupe du Cameroun de football oppose Bamboutos de Mbouda à APGS de Fou. Mais avant de communier avec les sportifs, le chef de l'État, accueilli à sa descente de voiture par Bidongpa, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, va avant tout communier avec son armée. Une armée dont les multiples hauts faits sur le terrain de la guerre contre le terrorisme constituent un motif d'orgueil, un motif de fierté nationale. La parade militaire s'achève pour céder la place à la parade culturelle. 1608 jeunes, garçons et filles, venus des 4 coins du pays, arborant des fanions aux couleurs nationales et portés par un bel élan patriotique, investissent l'aire de jeu pour offrir au public des mouvements d'ensemble d'une rare beauté. Un véritable hymne à l'unité nationale et au vivre ensemble. La parade culturelle s'achève et les 22 acteurs du jour peuvent à présent s'exprimer sans limite. Après une première mi-temps relativement crispée, la seconde manche de la rencontre va sonner le réveil de la jeune formation d'APGS qui par 2 fois va faire plier les chines à son adversaire du jour. 2-0 est le score final de la rencontre qui s'achève par la remise par le chef de l'État du trophée au vainqueur de la finale ainsi qu'aux autres athlètes des disciplines qui ont rapporté des lauriers tout au long de cette saison sportive qui s'achève ainsi en apothéose.
Le rideau se referme sur cette 57e édition de la Coupe du Cameroun qui, à l'observation, aura eu valeur de répétition grandeur nature dans la perspective de la CAN féminine 2016 de football, dont le coup d'envoi sera donné sur cette même arène qui brille déjà de mille feux dans tout juste 20 jours. Et c'est rassuré, des belles promesses qui laissent déjà entrevoir cet autre grand rendez-vous sportif à l'échelle continentale que le président Biya quitte le stade Omnisport de Yaoundé pour regagner le palais de l'unité sous les acclamations de son peuple. Retour à vous, professeur Narcisse Mouele-Kombi, pour évoquer maintenant l'activité quotidienne dans votre département ministériel et le soutien au quotidien du chef de l'État à la politique culturelle dans notre pays. Comment se décline ce soutien-là, monsieur le ministre, au quotidien, au-delà du soutien ponctuel apporté à cette édition 2016 du FENAC? Oui, ce soutien est multiforme. Ce soutien est arrimé à la volonté du chef de l'État, qui est un grand bienfaiteur des arts et de la culture et un grand protecteur qui est le grand protecteur des artistes et des hommes de culture. Vous savez, il en irait autrement que le Cameroun ne serait pas un pays de liberté. Mais le Cameroun, grâce à Dieu et grâce à la volonté du président Paul Biya, qui se manifeste à travers la modernisation du champ politique, la promotion des droits de l'homme, le Cameroun est un pays de liberté. Liberté de penser, liberté de créer, liberté d'imaginer, liberté de produire artistiquement, liberté de contribuer au développement culturel. D'où ce printemps des arts et de la culture, d'où cette grande promotion, cette grande prolifération d'artistes dans tous les secteurs, mais également, et nous le constatons, d'où ce grand dynamisme qui habite le secteur de la production et de la création artistique et culturelle. Et l'État a sa part importante à travers justement cet outil, ce principal outil de son intervention qui a été mis en place par le président Biya, le compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle. Le compte d'affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle. Et au titre de ce compte, nous avons donné une quantité énorme d'appui, de subventions, d'aides, de contributions à des artistes, à des groupes culturels, à des promoteurs culturels, à des entrepreneurs culturels, à des structures qui contribuent à la production artistique et culturelle. Et cela très souvent avec des réalisations palpables. Et d'où vient-il qu'il persiste comme une insatisfaction du côté des bénéficiaires de... Vous savez, pour 1000 francs que nous avons à affecter en tant qu'aide gratuite, en tant que subvention, en tant qu'aide non remboursable à des artistes, nous avons des demandes pour peut-être 50 000 francs. Ce qui veut dire que les moyens que l'État met à disposition ne seront jamais suffisants face à la très forte pression de la demande. Je peux vous dire que, par exemple, je reçois ici des gens qui me font des budgets et des demandes d'appui de 300 millions de francs, par exemple pour produire un film. Alors, je peux vous dire que si l'on affectait cette somme telle qu'elle est souhaitée par l'intéressé, il ne resterait pratiquement plus rien pour soutenir tous les autres secteurs que le compte d'affectation spéciale est appelé à couvrir. Parce qu'il y a par exemple l'organisation de festivals, le FENAC a sa part à prendre dans le compte d'affectation. Est-ce qu'au moins, bien d'autres, l'ensemble national. Est-ce qu'au moins les critères, oui. Est-ce qu'au moins le montant de ce compte-là, oui. Le montant alloué à ce compte d'affectation spéciale est connu et les critères suffisamment transparents? Ce montant est connu, il est voté, adopté par l'Assemblée nationale, il y a une transparence, c'est 1 milliard de francs, ce compte-là, et il est géré en considération d'un certain nombre de critères que nous avons définis, et nous avons en amont une structure que nous avons
réactivé la commission des arts et lettres, qui statue sur la plupart des dossiers qui nous sont soumis, qui examine et qui juge de la crédibilité, de la validité, de la faisabilité de certains projets. Monsieur le ministre, comme nous avons la chance de vous avoir, nous allons vous interroger pour finir sur un sujet sur lequel on ne vous a pas beaucoup entendu, mais un sujet qui paradoxalement déclenche beaucoup de polémiques partout en ville, c'est le sujet de la gestion des droits d'auteur et des droits voisins dans notre pays. Alors, monsieur le ministre, question simple, la modernisation du secteur des droits d'auteur et des droits voisins cette modernisation-là relève-t-elle de l'idéal ou de la réalité? Cette modernisation est une quête permanente, mais cette modernisation est aussi une quête qui rentre dans l'expression concrète à travers un dispositif juridique mis en place. Il y a une loi sur le droit d'auteur, un dispositif réglementaire mis en place par le président de la République. Il y a des décrets d'application par le Premier ministre, chef du gouvernement, mais également à travers des mesures concrètes qui sont instruites en très haut lieu par le chef de l'État dans le cadre de l'assainissement, dans la perspective de l'assainissement du secteur d'auteur et des droits voisins. Et le Premier ministre a conduit des travaux au-delà d'une réflexion qui ont abouti à des indications concrètes que nous mettons en œuvre. Et nous travaillons dans le cadre de cette légalité. La légalité, toute la légalité et rien que la légalité. Le dossier, nous l'avons sur la table et nous demandons aux uns et aux autres un peu de patience dans la mesure où c'est un travail qui doit être fait méthodiquement, rigoureusement, minutieusement. Un certain nombre de structures, les structures nécessaires ont été mises en place. Il en est ainsi de la commission de contrôle des organismes de gestion collective, qui est actuellement à pied d'œuvre pour implémenter l'arrêté que nous avons pris en rapport avec la constitution des fichiers, du fichier ou des fichiers nationaux des titulaires de droit, qui est une étape très importante, une étape fondamentale, j'allais dire primordiale et fondatrice du processus de mise en place de nouvelles sociétés de gestion, de nouveaux organismes de gestion collective. Vous savez, il y a des enjeux électoralistes derrière la constitution de ce fichier, comme il y a même des enjeux d'équité, des enjeux de justice. Et nous souhaitons que la constitution de ce fichier se fasse dans la plus grande transparence, dans un grand souci d'objectivité et d'impartialité, pour que les ayants droit soient véritablement les ayants droit, pour que les titulaires de droit soient véritablement des titulaires de droit, pour que ceux qui seront appelés demain à percevoir leurs droits. À cet égard, je dois signaler que les répartitions se font dans les trois autres branches, en dehors de la branche musicale qui est la plus problématique et à l'assainissement de laquelle nous travaillons. Les répartitions interindividuelles se font. Alors maintenant, les fonds réservés, les fonds affectés à la branche musicale sont intégralement sauvegardés dans l'attente de la mise en place d'une société qui juridiquement sera compétente pour procéder aux répartitions individuelles. Pour les rassurer définitivement, les artistes musiciens notamment, monsieur le ministre, est-ce qu'on pourrait se risquer à quelques projections en termes de délai d'attente? Bon, écoutez, je ne veux pas me risquer à indiquer un agenda extrêmement impératif, contraignant, etc. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a des avancées, il y a des évolutions notables dans le travail qu'est en train de faire actuellement la commission de contrôle. Et après cette étape, nous allons rendre public le fichier provisoire, tel que l'indique la réglementation, le fichier provisoire des titulaires de droit, ce qui ouvrira la porte à d'éventuelles réclamations, à d'éventuelles sollicitations pour des réajustements. Après quoi, le fichier définitif des titulaires de droit sera
rendu public et c'est sur cette base que les assemblées générales constitutives des nouvelles sociétés seront convoquées pour leur mise en place. Merci professeur Narcisse Mouele-Kombi d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le rappelle, le ministre des Arts et de la Culture. On va se séparer par les images de la réunion du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, réunion qui s'est tenue jeudi dernier au Palais de l'Unité. C'était sous la présidence de son Excellence Paul Biya, président national du RDPC, par ailleurs président de la République. Dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le bureau politique est généralement qualifié de saint des saints. Et depuis le 3e congrès ordinaire du parti tenu en septembre 2011, le nombre de ses membres a été porté à 23. 23 membres, dont 20 élus par le congrès et 3 désignés par le président national, président de la République. Ce jeudi 3 novembre 2016 au Palais de l'Unité, l'ambiance était donc au retrouvailles. Sur les 23 membres attendus, 4 manqueront à l'appel pour cause de décès, d'empêchement ou de détention. Seulement, au-delà du bonheur légitime pour les filles et fils d'une même famille politique de se retrouver, il s'agissait ce jeudi, pour les membres du groupe de 23, de plancher sur les grandes causes nationales de l'heure et de les mettre en cohérence avec l'agenda politique du parti au pouvoir. La rencontre qui a pour cadre la salle des conseils située au 3e étage du Palais de l'Unité s'ouvre avec l'arrivée du président Biya dans la salle. La suite, quant à elle, va se dérouler à guichet fermé. Un huis clos de rigueur qui ira bien au-delà d'une heure et dont la substance sera résumée par l'un des éminents membres du bureau politique, par ailleurs secrétaire à la communication du RDPC. La première résolution concerne la prorogation de la durée comprise entre 2 sessions ordinaires du congrès du RDPC. La deuxième résolution a trait à la prorogation de la durée du mandat du président national du RDPC, à savoir son Excellence Paul Biya. La troisième résolution concerne la prorogation du mandat des membres du comité central, aussi bien titulaires que suppléants, et des membres du bureau politique. Et enfin, la 4e résolution concerne la prorogation du mandat des membres des bureaux nationaux des femmes et des jeunes du RDPC. À l'analyse, la décision du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais de proroger le mandat de son président national et des autres organes dirigeants résulte d'un examen attentif du contexte actuel dans notre pays. Un contexte fait d'interpellations multiples, tant sur les plans sécuritaires que sportifs, avec une incidence certaine sur les finances publiques. Le parti au pouvoir, sans éluder la question de la pertinence d'un congrès, instance par excellence de définition de l'action du parti, a plutôt pris l'option d'accorder la priorité à l'accompagnement du gouvernement pour relever les défis pressants de l'heure. Je rassure tous les militants et tous ceux qui étaient inquiets que le congrès aura bel et bien lieu, qu'il est reporté parce nous avons beaucoup de problèmes à résoudre. Il y a la guerre contre Boko Haram, il y a les événements sportifs qui arrivent. Donc on va fixer des priorités. Mais tout va bien dans le RDPC. Et c'est donc avec la conviction d'avoir apporté des réponses précises aux attentes des militants et d'avoir donné au président national et aux différents organes les moyens de poursuivre leur mission en toute légalité que les membres du bureau politique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais vont quitter les uns après les autres le Palais de l'Unité. Nous disons merci une fois de plus au professeur Narcisse Mouele-Kombi, ministre camerounais en charge des arts et de la culture, de nous avoir tenu compagnie tout au long de ce magazine. Cette édition de Présidence Actu est à présent terminée. Chers téléspectateurs, merci de l'avoir regardé. Prenons rendez-vous dans 2 semaines. Bonsoir.